alors donc je suis avec Jacques Bouvier. Souvent on ne connaît pas le nom des libraires. C'est la librairie du Graal. C'est-à-dire que quand vous téléphonez une librairie du Graal, enfin vous avez quand même un nom et un prénom. Bien sûr. Et donc vous avez créé cette librairie En 1976. 1967, donc ça fait bientôt 32 ans. Voilà. Et ça s'est fait dans le cadre d'un ensemble, d'un projet plus général, avec une salle de réunion. Voilà, qui est indépendante de mon activité, mais qui est à côté de chez moi, effectivement, tout à côté de chez moi. Enfin, dans les activités recoupent le choix des livres. C'est aussi une salle de conférence qui se consacre, disons, un peu à la spiritualité. Mais alors, qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette vocation? Eh bien, à cette époque-là, vous étiez déjà branché là-dedans? Alors, vous étiez chez Dervy. Voilà, exactement. Je travaillais aux éditions Dervy, donc ce qui m'a amené à connaître les livres ésotériques, puisque c'était Vous avez connu Madame Renard? Tout à fait, oui, c'était sous la direction de Madame Renard à l'époque, effectivement. Ça m'a amené à connaître un peu les livres ésotériques, ça m'y intéressait, et puis j'ai donc eu l'occasion de monter cette librairie. On m'a proposé ce lieu et j'ai accepté et je me suis lancé. Et vous avez créé tout, à partir de rien ou à partir de rien, oui, puisqu'avant c'était un garage. Donc, je veux dire que vous n'aviez pas de livre ou bien, Non, je n'avais rien. J'ai fait faire un peu de travaux, du rayonnage. Avant c'était un garage. Donc au début de mon activité, je recevais plus souvent des coups de téléphone pour commander les voitures ou des pièces détachées de voitures que pour des livres. Mais enfin petit à petit, ça s'est arrangé, si je puis dire. Et voilà, bon maintenant je suis là depuis une bonne trentaine d'années, effectivement. Et donc je suis spécialisé dans tout ce qui est ésotérique d'une manière générale, ce qui comprend évidemment pas mal de choses, dont l'astrologie évidemment. Et dans ce domaine-là, comme dans les autres, je fais à la fois des livres neufs et aussi des livres anciens ou d'occasion. Donc j'ai pas mal de livres qui ne se trouvent pas facilement à l'heure actuelle. Et donc vous sortez périodiquement depuis... C'est le 36e déjà? C'est le 36e catalogue. Alors périodiquement, disons environ 2 fois par an, je sors un catalogue de livres anciens, surtout sur les sujets ésotériques, y compris l'astrologie évidemment. Alors ces livres anciens, bon, il y a deux motivations complètement opposées. Il y a ceux qui veulent payer leurs livres moins cher, alors ça, et ceux qui veulent au contraire des pièces de collection. Voilà, effectivement, il y a les deux. Alors il y a le livre, disons, d'occasion, un livre courant qui n'est pas neuf, qui sera vendu évidemment moins cher. Et puis il y a tous les autres livres qui sont plus ou moins rares et plus ou moins anciens, évidemment, selon les cas. Il y a évidemment un livre du XVIIe siècle, on n'en voit pas beaucoup, mais enfin ça peut arriver. Mais ça, vous n'en avez pas, oui, c'est pas vrai. actuellement, mais on ne voit pas très souvent, sur l'astrologie par exemple, Oui. il n'y en a pas beaucoup, et on ne rencontre pas souvent, évidemment ça vaut beaucoup plus cher, mais disons qu'il y a pas mal de livres, j'allais dire, courant XXe siècle, voire XIXe dans certains cas, qui sont probablement intéressants, et qui peuvent intéresser des chercheurs, des gens, pas forcément des gens qui n'ont pas d'astrologie, parce qu'il y a évidemment des livres plus modernes, mais plutôt des chercheurs qui veulent augmenter leurs connaissances dans le domaine de l'astrologie, que ce soit d'un point de vue historique, d'un point de vue pratique, enfin ça, tous les cas sont possibles. Et puis il y a aussi des collectionneurs, des gens qui aiment bien les livres anciens, avoir des livres un peu rares. Vous avez à la fois, vous vendez à la fois aux collectionneurs et vous achetez aussi aux collectionneurs. Éventuellement, oui. Enfin, oui. quoi qu'un collectionneur, normalement, il n'a pas envie de vendre ses livres. C'est plutôt les héritiers, ou il doit pour des raisons financières. Voilà, c'est ça, ça peut arriver. Enfin, tous les cas sont possibles, des gens qui en vendent, ça peut arriver, ou effectivement, comme vous dites, des successions, ou par des courtiers spécialisés dans le livre qui peuvent apporter des livres, etc. En gros, c'est ça. Oui, alors donc finalement, donc là on a toute une collection d'ouvrages. Donc ça sont des d'astrologie, c'est un vrai musée d'astrologie. Un petit peu plus rares, pas extrêmement anciens, mais disons qu'ils sont plus. Qui s'échelonnent entre 1900 et 1950. Oui, voilà, c'est ça, approximativement, c'est ça. Alors on a quand même des grands pionniers, si on peut dire. Oui, tout à fait. Des gens qui ont ouvert un peu la recherche. Oui, on a par exemple dans les romans, par exemple. Dans les romans, on a Kraft, on a Chouinard. Il y a Gouchon, voilà. que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a longtemps. Puis il y a eu d'autres noms qui ne sont pas là, mais comme Golguin, comme Brahi, des gens comme ça qui sont connus dans le domaine de... Tout ça, ça témoigne de la vivacité de la vie astrologique dans les années, dans la première moitié du XXe siècle, en fait. Oui, ça veut dire que oui. Enfin, je pense qu'il y a toujours eu des activités importantes dans le domaine de l'astrologie, parce qu'après ça, il y a eu
évidemment, les livres d'astrologie, il y en a toujours qui continuent à apparaître. Hein. Bon, à un moment, il y a des modes un peu, par exemple, il y a eu la mode de lire des livres de Dan Rudyard, il y a une vingtaine d'années, beaucoup de gens disaient que Oui. je jurais que par Dan Rudyard... Mais enfin, c'est pas encore des ouvrages c'est pas encore des ouvrages de collection. Non, Enfin, ce ne sont pas des ouvrages de collection, non, on parle d'une manière plus générale, oui. pas à titre de collection. Alors, on a par exemple le premier ouvrage de Michel Gauquelin, L'influence des astres, 1955. Oui. Voyez-vous, là, bon, oui. qui fait à la fois la critique de l'ouvrage de Kraft, du Suisse Kraft, qui avait déjà fait des statistiques là-dedans, oui, et puis qui est là en prolongement de Chouinard, le langage astral. Enfin, il y a une espèce d'école française de statistique astrologique qui est bien représentée. Il y a aussi des gens comme Tinia Faeri et Magie Aurelius qui ont fait un livre qui, je pense, a eu son importance à l'époque, qui s'appelle Interprétation rationnelle de l'astrologie, qui a d'ailleurs été tiré à assez peu d'exemplaires, même à l'époque. C'est un des ouvrages les plus rares qu'on a dans le. Oui, il est assez rare parce que il y en a pas eu beaucoup et il était déjà vendu cher à l'époque d'ailleurs par les auteurs. Donc ça c'est un des trésors de votre collection. Oui, enfin. Vous êtes un collectionneur et vous vous séparez de vos livres. Oui. Si on y met le prix. Oui, oui. Non, je suis quand même libraire avant tout, forcément. Et puis alors vous avez de ces mêmes auteurs les mathématiques des astres. Oui, il y a mathématiques des astres aussi, qui est assez connu. Mais ça c'est vraiment des ouvrages qui sont très techniques et qui aujourd'hui à notre époque avec l'informatique, les manuels pour apprendre à calculer un thème, ça n'a plus tout à fait la même importance. Alors effectivement, l'informatique a changé pas mal de choses parce que maintenant les gens se passent la plupart du temps des éphémérides, des tables des maisons. Bah oui. Parce qu'ils ont ça. Ça fait une quinzaine d'années qu'il n'y a plus grand chose à ce niveau-là. À une époque, il y a eu des calculatrices qui ont eu un certain succès, qui faisaient les thèmes. Enfin, déjà, c'était un premier temps. C'était dans un premier temps, et puis ça a disparu aussi. Et je crois que maintenant, c'est surtout par informatique, effectivement, qu'on peut dresser le thème. Alors, évidemment, tout l'art de l'astrologue consiste dans l'interprétation, comme on ne l'apprend pas. Et c'est vrai que toute la question, parce que maintenant, dresser le thème, ça peut se faire facilement. Alors, dans les années 30, on parlait de colloques, n'est-ce pas? Oui, il y a eu Néroman qui a fait le congrès de 1937, et puis il y a un autre congrès. Ah oui, il y en a eu d'autres, voilà, celui-là, de la Société astronomique de France, de 1937 aussi. Voilà, D'ailleurs, on va passer des photos de ce congrès sur TV Urania. Là, il y a même eu des congrès plus anciens que ça, parce que j'ai dû avoir un congrès dans les années 1900 et quelques. Ah bon? Oui, enfin, mais alors là, franchement, je ne connais pas celui-là. Je crois que c'était. Enfin, il n'y avait peut-être pas que l'astrologie, mais enfin, il y avait des. Oui. Effectivement, dans ces époques-là, il y avait des congrès. Mais d'ailleurs, c'est un congrès qui s'est tenu l'année de l'exposition internationale, voyez-vous, à Paris. Vrai que ça, et ça profite. Donc, il y a eu deux congrès en même temps, la même année en 37. Oui, et donc, ça a été riche pour l'astrologie. On peut dire que c'est, moi, à ma connaissance, c'est quand même. Il n'y a pas eu grand-chose avant. Donc il n'y en avait pas. Il n'y a pas grand-chose avant. Donc en fin de compte, on peut dire que ça fait 70 ans qu'il y a une tradition astrologique, de colloque astrologique. Oui, à peu près. Oui. Mais bon, avant, il n'y avait pas grand-chose. Alors, bon, finalement, on a quand même l'impression que, avec on parle tant de l'informatique, mais aussi avec l'astronomie, les nouvelles planètes, tout ça, on a l'impression que beaucoup d'astrologues croient que ces ouvrages n'ont plus beaucoup d'intérêt parce que ils ne connaissaient pas Pluton ou ils ne connaissaient pas les astéroïdes. Enfin, ça a quand même provoqué une datation. C'est-à-dire que ça a fait que certains ouvrages sont apparus un peu rapidement obsolètes parce qu'ils ignoraient certaines données astronomiques. Mais en fait, est-ce que, je veux dire, l'astrologie est vraiment liée uniquement à l'astronomie, c'est pas ça. Moi je vous le fais pas dire. Voilà. Je vous fais pas dire, mais malheureusement c'est ce que beaucoup d'astrologues imaginent. Mais c'est vrai qu'elle devrait être autonome. D'ailleurs justement à propos de cela, vous avez vraiment les mystères de l'horoscope, pour la première édition de 1888, et qui alors eux ils se foutent complètement de l'astronomie. Ils font des thèmes astro à partir du nom des gens, c'est l'astromancie ou l'onomancie. Mais il y a à peu près 120 ans, puisque c'est paru il y a 120 ans, l'astronomie, on n'était pas absolument, l'astrologie s'était un peu émancipée, puis alors elle est retombée sous le joug de l'astronomie ensuite. Il y a aussi Christian qui faisait de l'astrologie onomantique. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, le petit homme rouge des Tuileries, etc. Tout à fait. Oui, le 19e siècle français était assez allergique et réticent par rapport à l'astronomie.
Et qu'est-ce qui a fait ce retour à l'astronomie? Ben, c'est justement un des grands responsables, c'est d'une part les astrologues anglais. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu des Alan Léo chez vous? Oui, tout à fait. Alors Alan Léo, c'est eux qui ont relancé. Alors Alan Léo était un astrologue anglais, mais qui faisait faire qui avait des succursales un peu partout dans toute l'Europe. Et alors finalement, il a imposé dans toute l'Europe une astrologie avec des petits bouquins qui d'ailleurs sont reparus chez Très Daniel, oui, exact. Que j'ai fait reparaître chez Très Daniel. Voilà. Et alors donc ça fait essaimer une astrologie anglo-saxonne. Oui, il a relancé, disons, l'astrologie, effectivement, voilà. Mais parallèlement, il y avait donc le polytechnicien Chouinard qui a créé ce qu'on appelait l'astrologie scientifique, qui part justement par opposition à l'astrologie onomantique. Voilà, et là, on renouait effectivement avec les planètes, les vraies planètes, et on faisait des statistiques. Alors lui, le commandant Chouinard, dans les années 1895, 1900, etc., lui, il avait annoncé le grand retour de l'astrologie. Oui, alors un siècle après, on n'est pas beaucoup plus avancé d'ailleurs. Enfin, avant, il y avait eu, enfin même avant Léo, il y a eu Lilly en anglais aussi. Ah oui, ça c'est le XVIIe siècle, oui, effectivement. Et alors, oui, qui est un nom, disons, dans l'astrologie. Oui, Morin de Villefranche. Alors oui, évidemment, Morin de Villefranche. Alors c'est aussi un truc assez curieux, c'est que la renaissance de l'astrologie à la fin du XIXe siècle, elle passe par des traductions de Morin de Villefranche. Oui, alors donc ça aussi c'est une sorte de renaissance. Effectivement, il y a peu de livres d'astrologie, je pense, à cette époque-là, quand on s'est à nouveau intéressé à l'astrologie. Effectivement, on s'est basé sur des textes comme ça, même Tolomée, etc. Voilà, il y a donc trois courants. On retraduit des textes du XVIIe siècle, on fait de l'astrologie statistique, et puis aussi on traduit des textes anglais tout à fait, qui, eux, dès le 19e siècle, avaient déjà renoué avec l'astronomie bien avant les Français. Donc la France a un petit peu rattrapé le train astronomique un peu avec du retard. Oui, c'est ça, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'à une époque, les rois avaient leurs astrologues. Oui, mais enfin, il y a eu effectivement il y a des présidents plus récents qui en ont aussi. Oui, d'accord. Oui. Donc, effectivement, vous avez parlé de Néroman. C'est vrai que c'est un des grands noms de l'astrologie des années 30, 40. Oui, tout à fait, oui. Il a découvert par exemple de ses ouvrages, les présages, les planètes et dieux, etc. Oui, et puis il a fait un traité d'astrologie rationnelle. Oui, que n'avait pas en ce moment, qui a été réédité à la table d'émeraude. Oui, mais qui n'est plus édité déjà depuis pas mal de temps, qui est devenu assez difficile à trouver, mais qui est aussi. Alors donc Néroman aussi. Si vous voulez, ce qui m'intéresse quand on parle de ça, on a l'impression que chaque fois on voit arriver des personnages comme ça qui disent voilà, suivez mon panache, et puis l'astrologie je vais ouvrir les portes de l'astrologie et la renaissance astrologique, et puis chaque fois, malheureusement, ça n'aboutit pas complètement. Non, parce que effectivement, l'astrologie, les résultats sont pas toujours là à 100%, ça serait trop beau. Bah oui, c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale a été un petit peu. Vous êtes gentil. La Seconde Guerre mondiale a été un peu une douche froide pour pas mal d'astrologues. Oui, effectivement. Donc, mis par exemple Léon Lasson là, avec son astrologie mondiale, 15 ans de paix sur l'Europe, qui est paru en 1937 avec une préface de Brailly. Voilà, c'est quand même. Maurice Privat a fait quelques déclarations un peu qui sont avérées bien désastreuses par la suite. Mais donc, comme quoi. L'âge d'or de la librairie astrologique depuis ces 30 ans-là, c'était quelle époque? Oh, je dirais aux alentours des années 80, 90, enfin même un peu avant, mais enfin, jusque dans les années 80, 90, par là. Oui. Vu de ce point de vue-là, oui, c'est-à-dire que vous ne vendez pas que de l'astrologie. Non, je ne vends pas que de l'astrologie. Enfin, disons qu'il y avait plus de demandes sur l'astrologie. Je pense qu'il y avait plus de gens qui s'intéressaient à l'astrologie ou qui essayaient de s'y intéresser, qui prenaient des cours, enfin au moins certains prenaient des cours, d'autres s'y intéressaient comme ça. Maintenant, l'astrologie n'est pas un sujet facile. Il y a pas mal de gens, je suppose, qui aussi ont dû se décourager parce que étudier l'astrologie n'est pas... Mais oui, inversement, j'ai l'impression qu'au contraire, justement, c'est parce qu'elle est devenue trop facile que beaucoup de gens s'y sont désintéressés. Peut-être, parce que précisément, ils avaient l'impression d'acquérir un savoir qui demandait quand même un cursus, des connaissances. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer sur une touche. Et donc finalement, les astrologues avaient un statut de gens qui étaient un peu plus instruits, qui avaient suivi une formation. Et puis maintenant, on a l'impression que
que c'est à peu près aussi facile de faire un thème que de sortir un tirage de tarot. Effectivement, maintenant, dresser un thème est plus facile d'une manière pratique. Mais enfin, de toute façon, tout est dans l'interprétation. Notre ami là, Roger Hickey, là, qui nous filme, oui. la seule informatique, la CD, elle aurait beaucoup de mal quand même. Hein. Il perdrait beaucoup de temps à dresser des thèmes, comme on faisait avant, ça c'est certain. Mais tout est dans l'interprétation de ce qu'on fait du thème une fois qu'il est dressé, comment on le comprend, ce qu'on en tire, etc. Parce que, alors vous avez eu l'occasion, par exemple, de conseiller des gens qui vous contactaient pour trouver un astrologue. Vous avez eu ça vous a donné l'occasion de faire connaître des praticiens. Quelquefois, des gens me posent la question. Alors ça vous pose un problème de... Ah non, moi ça me pose pas de problème. Non, mais je veux dire, c'est quand même une responsabilité de dire allez voir un tel. Alors, disons que je le ferais plus facilement pour un astrologue que pour des voyants. Par exemple, oui. Hein, parce que je connais quelques astrologues. Bon, ça dépend ce qu'on en attend aussi, je veux dire, ça dépend ce qu'on attend de l'astrologie. Hein. Pour vous dire, vous allez gagner au tiercé dans 3 mois, je pense pas que ce soit ça l'astrologie. Hein. Ça dépend ce que les gens attendent, mais on peut attendre certains conseils, tout au moins, ou certains, comment dire, ça va connaître des périodes plus favorables ou défavorables, ou liées avec la santé, ou peut-être des événements qui effectivement pourraient se produire, donc peut-être faire plus attention à certaines périodes, dans certains domaines par exemple. Je pense que c'est à ça que peut servir l'astrologie, entre autres, il y a évidemment d'autres choses. Mais je vois pas ça, on va pas, comme vous dire, vous allez vous casser la jambe dans 3 mois à 10 h du soir. Hein. Ça serait plutôt un... Moi, c'est pas ça l'astrologie. Mais vous verriez ça plutôt par une autre voie. Oui, disons que, mais je veux dire... Il faudrait plutôt aller voir quelqu'un qui pratique autre chose. Oui, pour ça, oui, encore, ça faut se méfier de ce genre de choses. Enfin, bon. Donc il y a un déclin vrai au niveau de la vente, au moins. Au niveau de la vente, oui, je dis pas qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à l'astrologie, parce que les gens que je vois qui m'achètent encore des livres d'astrologie, c'est plutôt des gens qui ont déjà des connaissances, qui sont des... Mais c'est ça, le problème, ce sont souvent des gens qui sont là depuis 30 ans ou 40 ans eux-mêmes. Oui, pas tous, mais enfin qui s'accrochent à l'astrologie, quoi. Mais ils sont moins nombreux, disons, qu'à l'époque. J'ai l'impression quand même que si les ventes d'astrologie ont baissé, certainement qu'il y a la vente d'autres domaines qui a dû remplacer. La numérologie, par exemple. Oui, alors la numérologie. Ou le bien-être, etc. Moins de succès maintenant, mais effectivement, il y a une grande vague sur la numérologie il y a quelques années, parce que, disons, dans le domaine de l'ésotérisme, entre guillemets, parce que, comme vous savez, ça recouvre pas mal de domaines. Il y a un peu des modes aussi. Il y a eu la mode des runes, parce que je crois qu'il y a eu une émission de télévision il y a 10 ans, peut-être, qui parlait des runes, et ça a lancé les runes, ou bien. Il y a de temps en temps, il y a d'autres choses, ça va être le feng shui dans un autre domaine, ou ça va être le reiki, il y a eu la mode du reiki, enfin il y a des modes un peu, ça dure un petit moment, enfin et puis ça passe plus ou moins. Alors il y a toujours des gens qui s'y intéressent, bien sûr, mais enfin... alors la mode du Da Vinci Code, ça a joué aussi avant ? Ça a joué, oui, alors ça, il y a eu le Da Vinci Code qui a entraîné un regain de vente sur tous les livres tournant autour de Reine de Château et Marie-Madeleine, etc. Alors là, effectivement, il y a eu un courant qui maintenant, je veux dire... Est retombé, mais enfin, pendant, disons, 1 an, au moins, effectivement, et bon, ça a fait sortir pas mal de livres, plus ou moins valables, bien entendu. C'était une bonne année pour vous, sur le plan des ventes. Bon, pas spécialement meilleur, mais je veux dire que dans ce domaine-là, il y a eu un regain d'activité sur ce genre de sujet, en tout cas, oui. Maintenant, effectivement, il y a peut-être plus de demandes pour ce qui est bien-être, le courant New Age aussi, que personnellement, moi j'aurais tendance à penser que c'est justement ce domaine-là qui ont pris pas sur l'astrologie. Oui, ça a pu... Il y a peut-être justement ce qui a peut-être nuit à l'astrologie, c'est que elle arrivait avec une technique élaborée, qu'il fallait élaborer, elle arrivait à presque le même message que d'autres auteurs avançaient dans des livres en 30 leçons pour devenir bien, 30 leçons pour être heureux. J'ai l'impression que le message humaniste, on le retrouvait autant dans une lecture directe,
sans passer par un travail élaboré, d'élaboration du thème, etc. quoi. Oui, oui, encore que bon, l'astrologie, quand même, je veux dire, dans la mesure où on parle d'un thème individuel, quand même, ça a un intérêt. Ouais, mais le message humaniste a été quand même loin. Ah oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai vu des astrologues ou pseudo-astrologues se présenter à une conférence avec non pas un thème astral, mais avec une photo de Marguerite, et en disant, voilà, c'est ça l'astrologie. L'humanisme a été jusqu'à là. Alors à partir de là, certainement qu'avoir le même message sans technique, c'est peut-être plus facile pour le public. Oui, oui, peut-être, oui. Ben, il faut reconnaître que vous savez qu'au niveau de la prévision, quand même, l'astrologie n'est pas arrivée à s'imposer au niveau du public. Parce que voilà, quand les gens ils savent quel est leur signe de zodiaque, mais vous leur dites quelles sont les grandes périodes que l'astrologie annonce, ou les grandes phases, finalement aucun modèle ne s'est imposé. Bon, il y a l'histoire de l'ère du Verseau, vous avez probablement aussi entendu parler de ça. Oui, bien sûr, oui. Mais ça, c'est dans les grandes lignes. Mais finalement, le public, on parlait de la numérologie, justement, l'intérêt de la numérologie, c'est que c'est simple. Voilà, telle année, telle année, ça sera marqué comme ça. Bon, c'est quelque chose que le public a pu assimiler. Or, au niveau prévisionnel, bon, au niveau du thème, les gens savent quel est leur signe, ou leur ascendant. Mais par contre, au niveau prévisionnel, ça reste quelque chose de très hermétique, la prévision. Oui, il aurait fallu qu'ils aient fait faire une étude de leur thème personnel. Voilà, mais je veux dire que il n'y a pas d'idée de grandes lignes de force qui ont été vulgarisées et qui font que les gens peuvent discuter entre eux de leur cycle ou de. Oui, parce que les transits généralement, lorsque deux astrologues se rencontrent et qu'ils parlent du passage de Saturne. Mais c'est pas le grand public, ça. C'est pas le grand public. Voilà. Non, mais justement, c'est pas le grand public. Je parle. Le grand public, lui, il connaît les signes zodiacaux, mais il connaît pas. Il n'a pas un outil prévisionnel simple, un modèle prévisionnel simple. Qui pourrait servir de repère. Alors, il faut déjà être très initié pour savoir tout à fait, ou avoir fait étudier son thème par un bon astrologue, et à ce moment-là, on peut oui, c'est ça, mais il faut passer ça, mais c'est déjà l'astrologie savante, l'astrologie de cabinet, et puis même quand on a devant un astrologue, on ne sait pas très bien comment il a fait son boulot, donc en fin de compte, on a les résultats, mais on ne comprend pas toujours ce qu'il a fait. Il y a l'astrologie, j'allais dire de Marie-Claire ou de Journaux. Il y a plusieurs strates. Oui, mais ça, je veux dire, ça déconcilière l'astrologie. Et alors au niveau justement de l'enseignement de l'astrologie, vous avez été en cheville avec des écoles d'astrologie. Je sais que par exemple certaines écoles travaillaient avec certaines librairies, comme par exemple. Oui, il y a quelques temps, j'ai quelques personnes qui m'ont demandé des livres d'astrologie, des tampons astrologiques, Non, parce que c'était quand même assez fructueux de pouvoir travailler avec une école d'astrologie. À une époque, ça assurait une certaine vente d'éphémérides, ça assurait des ventes de tampons, ça assurait des trucs comme ça. Il y a des librairies d'astrologie qui vivaient de ça, qui vivaient d'un partenariat avec. Une qui a disparu maintenant, qui était les cahiers astrologiques, qui étaient encore mieux placés que moi à l'époque pour l'astrologie, effectivement. Oui. À ce propos, vous êtes quand même un peu isolé au niveau des. Vous n'êtes pas dans un quartier ésotérique ici. Par rapport au quartier latin, par exemple, qui vous avez beaucoup de librairies, vous êtes un petit peu isolé, non Oui, dans un certain sens. J'ai au moins l'avantage d'être au centre de Paris, donc ce qui a quand même un avantage pour les déplacements. Vous n'êtes pas loin de la Bibliothèque nationale oui. Oui. Et puis, je veux dire, on peut aussi constater qu'un certain nombre de librairies ésotériques ont disparu ces dernières années. Cette année, maintenant, ça a changé, mais depuis quelques années. Il fut un temps, il y avait un quartier vraiment. Oui, alors effectivement, elles étaient la rue Saint-Jacques, elles étaient plus regroupées la rue de la Huchette, tout ça, rue Quai Saint-Michel, la rue de Médicis. Oui, bien sûr, il y en avait plusieurs à ce moment-là qui ont disparu. Donc là, vous étiez un petit peu à l'écart. Un peu plus à l'écart, enfin bon, c'est comme ça. Mais en revanche, vous profitiez effectivement de cette activité à côté de cette salle psyché. Oui, voilà, il y a eu ça aussi, exactement. On peut penser un peu. Donc, pour vous, l'astrologie, c'est quelque chose quand même que vous regardez un peu en entomologiste. Vous voyez un peu une faune d'astrologues comme ça qui se présente. Alors, ils ont un peu quel genre de profil ils ont? Est-ce qu'ils ont des points communs? Ils sont un peu excités, ils sont un peu prétentieux. Pas spécialement. Enfin, je veux dire, ça peut arriver de temps en temps, mais enfin, je veux dire, s'ils le sont, c'est pas à cause de l'astrologie. Je veux dire, c'est pas l'astrologie qui est en cause, à mon avis. Ça, c'est une question de caractère personnel. Non, c'est plutôt des gens, je pense, dans les plus valables, qui sont plutôt des gens cultivés, et qui font
des recherches qui sont pas des gens excités. Ils sont pas, même pas forcément des gens qui consultent, enfin, qui donnent des consultations astrologiques. Je veux dire, hein, c'est plutôt certains que je considère plus comme des chercheurs. Qu'est-ce que c'est, à votre avis, un chercheur en astrologie? C'est quelqu'un qui essaye de mieux comprendre l'astrologie ou de faire des nouvelles découvertes peut-être en astrologie, enfin qui s'intéresse au sujet en tout cas. Vous avez eu des conversations avec certains astrologues, Oui, je crois, comme M. Boubet? M. Boubet, oui, effectivement, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, qui était quelqu'un de très cultivé. Donc vous avez dû vous imprégner de tout ça, de oui, tout enfin, ça. j'ai pas passé énormément de temps à discuter avec lui non plus, mais enfin, c'était quelqu'un d'abord de sympathique, très cultivé, pas uniquement en astrologie, mais enfin, qui était très compétent dans ce domaine-là, en tout cas. Est-ce que vous avez, par exemple, je prends un cas, un peu le cas des années 80, vous savez, par exemple, vous savez qu'à la fin des années 70, les astrologues annonçaient quand même des choses assez dures. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette période-là. Oui. Vous savez que c'était quand même, on était quand même un peu sur la brèche à ce moment-là. Oui, absolument, oui. Ça vous revient un peu à l'esprit, vous savez. Paru, alors c'était pas forcément par des astrologues, mais enfin qui annonçaient la grande, je sais plus, il y avait un livre qui s'appelait La Grande Catastrophe de 1983. Oui, des choses comme ça, oui. On a quand même beaucoup excité les gens. Alors, on parlait tout à l'heure de... alors, les astrologues ont peut-être raté la Seconde Guerre mondiale. Oui. Mais en revanche, ils ont annoncé des choses qui n'ont pas eu lieu. Oui. Ça peut être aussi contre-productif dans les deux sens. Il y a eu aussi, parce qu'on peut vraiment dire que quand même, moi je me souviens que je faisais déjà beaucoup d'astrologie à ce moment-là, mais on nous démontrait mathématiquement, avec des graphiques à l'appui, qu'il allait y avoir une grande dépression, une grande guerre en 80, 90, et puis finalement, malgré tout, c'était pas aussi sérieux que les premières guerres mondiales. Enfin, non, heureusement. Mais heureusement et malheureusement pour l'astrologie. Même des astrologues réputés comme Armand Barbeau. Et puis son frère, André Barbeau. André Barbeau, surtout, je veux dire, ont commis des erreurs dans des prévisions, effectivement, au niveau mondial, j'entends. À quoi vous faites allusion là? Ils ont, je sais plus, c'est le titre du livre de Barbeau, André Barbeau. Non, mais c'est pas dans les titres, c'est pas les titres. Non, c'est pas les titres, mais enfin, je veux dire, je crois qu'il a fait quand même pas mal d'erreurs. Oui. Non, je voulais savoir si vous aviez des souvenirs de quelque chose de plus précis. Non, j'ai pas quelque chose d'absolument précis en tête. Non. Oui, non, mais c'est vrai que par exemple, dans son livre que vous avez probablement eu à un moment donné, la crise mondiale de 1964. Oui, voilà. Chez Albert Michel, il annonçait quand même que l'URSS allait dépasser les États-Unis. Voilà, c'est ça. Et que les États-Unis, c'était la chute. Voilà. Effectivement. C'est vrai qu'il y a eu des... Oui. Alors, bon, est-ce que ça a joué? Je ne sais pas exactement. Alors, voyez, là, justement, on est en train de filmer un des tout premiers ouvrages d'André Barbeau, 1945, il avait 24 ans. Et sous le titre un petit peu anodin, astrologie météorologique, contribution à l'astrologie agricole, avec une préface dans Robert Amblin, on voit qu'il a quand même annoncé, c'est vraiment un hommage qu'on doit lui rendre quand même. Alors, vous voyez, le cycle Saturne-Neptune 1917-1952, et c'est justement ce fameux cycle de Saturne-Neptune en conjonction 1917, la Révolution russe, qui donne en 1953 une nouvelle conjonction. Alors à l'époque, c'est intéressant parce qu'il l'avait écrit avant que Staline ne meure. Alors vous imaginez comme il était content quand Staline est mort. C'est-à-dire, ça vient confirmer mon truc. Effectivement, il avait... Et puis 36 ans après, 1989, le mur de Berlin qui tombe, c'est toujours ce fameux truc. Donc voyez-vous, dans la vie d'un astrologue, c'est intéressant. En 45 à 24 ans, il s'intéresse aussi que Saturne-Neptune. Et toute sa carrière, elle fonctionne là-dessus. Hein, parce que c'est la refonte de la conjonction 36 ans après, parce qu'entre 1937 et 1952, il y a 36 ans, c'est 1953 la mort de Staline, et 36 ans après, c'est 1989. Donc effectivement, c'est un livre historique. De même que par exemple, parmi les livres historiques, nous avons donc, comme on disait tout à l'heure, là évidemment c'est un contre-exemple. En effet, on en a parlé, c'est-à-dire en 1937. L'annonce de 15 années de paix sur l'Europe, à partir de... ça peut-être... mais de toute façon, personne, apparemment, même Barbeau lui-même reconnaissait qu'il n'avait pas bien perçu cette période. Je crois qu'elle n'a pas vraiment... Et alors, inversement, Barbeau, comme on disait, il a annoncé dans les années 80 des choses très très graves, parce qu'il fallait que c'était mathématique, etc. Et finalement, le modèle a été un petit peu abandonné. Mais il y a aussi à la même période des prophéties qui se sont révélées aussi fausses d'ailleurs. Alors là, voyez-vous, je suis en train de manier l'ouvrage de Gauquelin. À l'époque, il avait 26 ans, il est né en 28.
Il n'a pas oublié ça d'ailleurs à compte d'auteur, je crois, aux éditions du Dauphin. Et c'est là que, pour la première fois, il fait ses graphiques sur les militaires, sur les martiens, les peintres, etc. Donc c'est un ouvrage historique. Oui, c'est ça que j'appelle, c'est des ouvrages qui sont vraiment historiques parce que c'est là qu'il élabore son travail sur le fait que tel groupe de gens ayant telle profession sont marqués à la naissance par telle planète, etc. Donc, voilà, c'est ce qu'il essaye de démontrer. Et bon, on n'est pas là pour en faire la critique, mais effectivement, là aussi, il y a quand même un petit problème parce que ces statistiques ont effectivement démontré quelque chose, c'est quand même il y a 53 ans, mais les astrologues n'ont pas tellement tenu compte. Voyez-vous ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils n'ont pas dit bon on va s'appuyer essentiellement sur Gauquelin, ils ont continué avec leur tradition, et finalement on s'aperçoit qu'il y a souvent des choses qui sont très intéressantes, mais qui ne sont pas écoutées. Par exemple, Néroman aussi, il avait dit des choses intéressantes sur il fallait repenser la tradition, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très cohérentes, mais finalement on s'aperçoit en 2008 qu'on revient à la vieille bonne tradition du XVIIe siècle et que finalement la plupart des choses qui ont été proposées par les astrologues du XXe siècle, elles sont tombées dans l'oreille d'un sourd, en fin de compte. C'est vrai. La seule chose que les astrologues ont retenue de tout ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est, je dirais pour simplifier, c'est Pluton. Mais je veux dire, c'est le fait qu'il y ait des nouvelles planètes. Mais je veux dire que tous les travaux des uns et des autres, finalement, on a l'impression que quelqu'un arrive aujourd'hui dans le milieu astrologique qui dit bon ben voilà, tout ce qu'ils ont fait avant moi, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun intérêt, d'ailleurs c'est même pas la peine de le lire, et donc moi je propose un truc nouveau qui va être vraiment le truc sensationnel. Est-ce que ça sera accepté, c'est ça la question. Alors, accepté, il faut déjà que ce soit accepté par les astrologues. Parce qu'être accepté, quand vous dites accepté, ça veut dire quoi accepter? Parce que le grand problème des astrologues, c'est il faut qu'ils se fassent accepter par leur propre milieu, mais alors maintenant s'il faut se faire accepter en dehors de ce milieu, ça c'est encore notre paire de manches. Oui, enfin accepté par les autres astrologues. Voilà, c'est ça. Non mais parce que c'est... Oui, mais est-ce que c'est une fin en soi de se faire accepter? Enfin, tout dépend de l'ambition que l'on a. Si on a l'ambition de faire simplement une autre astrologie parmi les astrologies, certainement, ça suffit. Écoutez, si on obtient des résultats, pourquoi pas? C'est des résultats. Voilà. Pourquoi pas? Ouais, vous êtes d'accord avec moi. Oui, moi je suis d'accord avec vous. On mesure l'astrologie par ses résultats aussi. La méthode qui est importante, c'est les résultats. Si quelque chose marche, pourquoi ne pas l'employer? Bien sûr, voilà. Oui, mais tous les astrologues ne l'entendent pas comme ça. Il y a une sacro-sainte orthodoxie. Et c'est vrai dans d'autres domaines d'ailleurs que l'astrologie, enfin ça pourrait l'être. Tout à fait. Tout à fait. Oui, enfin, là on entre dans un vaste débat sur la question de qu'est-ce que ça veut dire que ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un résultat? Obtenir des confirmations de ce qu'on a étudié. Enfin, oui, mais enfin, si vous voulez, bon, puisqu'on parle de ça, il faudrait savoir comment se présente un pronostic astrologique. Parce que le pronostic astrologique, l'astrologie, elle est censée étudier quoi? Elle est censée étudier quel genre de problème, quel genre d'événement. Parce qu'elle ne peut pas non plus, faut pas non plus nous demander de faire des choses qui ne sont pas de son ressort. Ça, je suis d'accord. Donc il faudrait. Oui, mais là-dessus, on ne s'entend pas non plus. Donc, pour certains, ça sera tout. Pour d'autres, très peu. Oui, bon, évidemment, on peut découvrir des profils psychologiques par l'astrologie. Ça, je pense que ça peut se vérifier relativement facilement. Bon, évidemment, si c'est une prédiction à longue échéance, tant que ça ne s'est pas passé, c'est difficile. Voilà, mais l'esprit de l'astrologie, c'est quand même de donner ses échéances. Oui, bien sûr, oui. Voilà, sinon, on est encore une fois dans le... Oui, tout à fait. C'est de donner des échéances, mais en même temps, on pourra vérifier avec certitude que quand ça sera arrivé ou pas arrivé, c'est bon le cas. Mais... Oui, mais bon, effectivement, bon, c'est un débat qu'on va peut-être mieux ne pas avoir dans le cas précis. Mais effectivement, bon, il y a aussi, comment dirais-je, il y a une tradition qui est très lourde en astrologie et qui finalement tient là, enfin, n'arrive pas à être ébranlée. Et même, par exemple, notre ami Roger, justement, même parmi les novateurs en astrologie, ils ont quand même un respect très, très fort pour cette tradition, dont on ne sait pas très bien comment elle s'est constituée, mais enfin, elle est quand même un peu sacro-sainte, effectivement. Donc là aussi, il y a une sorte de paradoxe, c'est que finalement, il y a le sommet de l'iceberg qui est un petit peu modifié, mais finalement,
qu'est-ce que beaucoup d'astrologues seraient complètement perdus si on devait renoncer aux aspects, oui, aux oui, maisons, aux zodiaques, aux oui, planètes. oui. C'est quand même un corpus absolument Oui, bien sûr, ça fait indispensable et qui... alors justement, des gens comme Néroman avaient envisagé dans les années 30 de le repenser, ce corpus, de modifier des gens comme Néroman, comme Carteret. Je ne sais pas si vous avez connu Jean Carteret. Un petit peu. Bon, des gens des années. Oui. Bon, alors c'est des gens qui pensaient qu'effectivement il fallait réformer non seulement la pratique de l'astrologie, mais aussi son dispositif. Oui, son dispositif. Et alors, je prends aussi le cas de Jean-Pierre Nicolas, qui est d'ailleurs dans la même école. Enfin, c'est dans la ligne, c'est pas du tout le Roman. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont pensé quand même qu'il fallait réformer les bases même de l'astrologie, le langage même de l'astrologie, les fondements de l'astrologie, et pas seulement voir les applications, parce que on finit par appliquer, on ne sait même pas de. Je sais pas si vous, est-ce que par exemple vous achèteriez une voiture où il n'y a pas de volant, où il manque des roues, mais on vous dit, mais monsieur, de toute façon, ça va marcher. Vous comprenez ? Il y a quand même une limite à la crédulité. C'est moi qui aurais peut-être du mal à la conduire. Vous comprenez ? Je veux dire qu'il faudrait quand même. Et la question, c'est quand même, comme vous dites, il faut quand même que l'astrologie ne peut pas se permettre de ne pas présenter quand même un corpus de connaissances relativement cohérent bien sûr, et qui avec des conceptions, des catégories qui soient à peu près satisfaisantes, parce que tout simplement elle n'est pas uniquement là pour être vérifiée, elle est aussi là pour apporter son propre discours. C'est-à-dire qu'elle est là aussi pour dire ce qui se passe. Ça, c'est deux théories différentes. Il y a l'astrologie qui est là pour vérifier au regard des choses si elle est vraie, et une autre astrologie qui dit voilà ce qui est vrai. Oui, bien sûr. C'est pas, comment je veux dire, c'est la différence. Tout à fait, Elle dit voilà ce qui se passe. Parce qu'en fin de compte, la question c'est que souvent on ne sait pas ce qui se passe. Donc il y a la question de savoir si on va voir l'astrologue pour savoir ce qui se passe, ou si on va voir l'astrologue pour vérifier que l'astrologie est juste. C'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que dans un cas, quand quelqu'un vient voir un astrologue pour savoir qui il est, il ne sait pas lui-même. Il sait pas lui-même. Il a besoin d'une grille de lecture. Donc lui-même, il n'est pas capable de dire la vérité de ce qui est vrai. Oui, il a des questions à poser. Enfin, voilà, il se pose des questions sur lui-même et sur ce qui lui est arrivé et sur ce qui va lui arriver. Il cherche des réponses par l'astrologie. Par contre, il y a aussi une catégorie de gens qui, eux, veulent vérifier l'astrologie. Ils disent, moi je sais qui je suis, moi je sais ce qui m'est arrivé, on va voir si l'astrologie recoupe. Voilà, c'est eux. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt la première catégorie qui l'emporte, c'est-à-dire, dans beaucoup de cas, les gens, le SROC, c'est qu'en fin de compte, on ne vient pas pour vérifier l'astrologie, on vient au contraire parce qu'on a confiance dans le discours de l'astrologie, et qu'on pense qu'elle a des choses à nous enseigner sur nous-mêmes. Et à ce moment-là, le problème, c'est qu'à ce moment-là, il ne s'agit plus de vérifier. Non, bien sûr. Il s'agit d'appliquer. Éventuellement, c'est le chercheur qui essaiera de vérifier, mais la personne qui a des problèmes, lui, ça sera pour voilà, c'est ça. Donc il y a cette dualité, effectivement. Oui, c'est ça. Il y a cette dualité qui fait qu'il y a deux catégories de population différentes. Et entre parenthèses, si on regarde tous ces livres-là, il y en a très peu qui concernent la consultation astrologique, voyez-vous. Ah oui, effectivement. Parce qu'on a vraiment l'impression que des ouvrages, par exemple, il faut attendre les années 80 pour lire des ouvrages sur les règles de l'entretien astrologique, des gens comme Arroyo, etc. Mais en réalité, là, c'est beaucoup plus mathématique, c'est technique, mais on ne nous dit pas comment se passe l'entretien astrologique. Effectivement, on vous apprend pas. Voyez-vous, donc il y a quand même il y a un problème de thématique. On ne forme pas vraiment. Par exemple, même quand on dit soyez aussi votre astrologue comme Brahi, eh ben finalement, il explique pas comment on gère l'entretien astrologique. Il n'explique pas comment on se comporte avec le client. Soyez votre astrologue, ça veut dire vous faites le thème astral, mais voyez-vous, il y a un problème de langage. Aujourd'hui, quand on dit astrologue, ça veut dire autre chose. Ça veut dire comment devient-on vraiment astrologue? C'est-à-dire comment doit-on assurer la relation avec le client? C'est plus simplement savoir le calcul. Les livres vous apprennent la méthode, mais effectivement pas la relation avec le client. Et oui, il y a un non-dit à ce niveau-là. Il y a un non-dit parce qu'effectivement,
on nous dit pas qu'est-ce que le client attend, comment il faut se comporter avec lui, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il faut lui apporter, etc. Et, je veux dire, ça c'est vrai pour d'autres professions. Je veux dire, je sais pas, le garagiste, il apprend à réparer des voitures, mais on lui apprend pas spécialement comment se conduire avec les clients, je suppose. En tout cas. Oui, sauf que c'est un peu plus grave là, parce qu'en l'occurrence, l'entretien astrologique, c'est vraiment au cœur même du travail de l'astrologue. C'est pas une très bonne comparaison. Enfin. Celui que là, c'est un ancien garage, entre parenthèses. Oui, en c'est plus, ça qui vous influence. Peut-être. Mais, par exemple, ce bouquin-là de Robert Dax, il est intéressant, La psychologie zodiacale, parce que c'était un ouvrage qui servait à rectifier le thème astral. Oui. Parce que il disait, vous savez que l'ascendant, voyez-vous. Alors, par exemple, les gens, ils sont pas très sûrs de leur heure. Ah oui, alors lui, il disait, voilà, bon, vous hésitez entre le Cancer et les Lions. Alors bon, voilà, donc on vous dit, voilà, si vous êtes vraiment Cancer, c'est plutôt ça. Voilà, ça permettait comme ça d'après l'ascendant, voilà. Et d'ailleurs, et comme par exemple l'ouvrage de Jean Duze, là, les 360 degrés du zodiaque, bah ça, c'est ce qu'on appelle les degrés monomères. C'est-à-dire que là aussi, on rectifiait le thème natal, on regardait le degré, l'image du degré monomère. Et puis, il fallait voir si le degré de l'ascendant ou le degré de je sais pas quoi correspondait au présage. Par exemple, 13e degré, je sais pas, voilà, un homme est debout, les mains liées derrière le dos, regardant une maison triste sur laquelle est inscrit le mot prison. Voilà, bon. Donc il fallait trouver plutôt ce genre de degré chez des gens qui avaient fait la prison, je sais pas quoi. Et justement, Jean Duce, c'est une des rares femmes de votre collection qui est là. Mais cette astrologie des monomères. À laquelle d'ailleurs c'était intérêt Rudyard, c'était une astrologie de rectification du thème. Et d'ailleurs, cette notion de rectification du thème, elle est très importante dans les années 30. Oui, Gouchon s'est intéressé. Oui, c'était très important. On ne commençait pas l'interprétation d'un thème sans avoir corrigé le thème. C'est-à-dire, on demandait aux gens des événements importants de leur vie. Oui, pour pouvoir être sûr. Et par les directions primaires notamment, on faisait les correspondances. Et à ce moment-là, on disait, voilà, vous êtes né une heure plus tôt. Voilà, c'est ça, parce qu'on n'avait pas... Je le fais quasiment systématiquement. Oui, bah vous êtes... Non, mais de toute façon, Monsieur Eke, il a tout à fait le profil des astrologues des années 30, de toute façon. C'est sympa. Sans vouloir le vexer. Mais je veux dire que il se serait retrouvé merveilleusement... D'ailleurs, 1935, c'est Gouchon. Je veux dire, effectivement, ça nous ramène effectivement aux années, voilà, le fameux thème qu'avait élaboré Gouchon, enfin beaucoup de gens, moi je sais que j'ai dressé je sais pas combien, des centaines de thèmes avec ce modèle. Je sais pas si ça va quelque chose, mais vous avez vous-même vendu à une époque certainement des choses comme ça, des paquets de cartes du ciel. Alors c'est le fameux dictionnaire qui a été rédigé par Dervy dans les années 80 et qui est préfacé par le colonel Maillot. Et ça c'est une sorte de dictionnaire, alors on trouve de tout, bon ça va, c'est vraiment extrêmement détaillé. Et puis là aussi un grand livre très connu qui a été également réédité, c'est le fameux Zodiaque de Sénart, de Marcel Sénart, qui est considéré comme la Bible pour connaître le symbolisme des signes zodiacaux. C'est vraiment la clé. C'est un livre qu'il faut va vraiment assimiler pour bien comprendre la problématique, bien que ce livre était, je dis ça pour la bonne bouche, ait été influencé par les théories de Kraft sur les domiciles des planètes qui n'étaient pas les domiciles traditionnels. Donc là aussi, on en revient à un problème, c'est-à-dire il y a une hétérodoxie de certains astrologues, certains chercheurs, qui, eux, ne sont pas d'accord que telle planète domine tel signe, et donc... Mais ce sont des débats, je veux dire, franchement, moi qui fais l'astrologie des ce sont des débats qui ont un petit peu cessé d'exister, j'ai l'impression. Ah bah oui, parce qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de débats, effectivement. Oui, c'est ça, c'était très intéressant. Il y avait Nicolas, il y avait Néroman, il y avait Kraft, tout ça bouillonnait. Et à mon avis, on parlait tout à l'heure du recrutement des astrologues, des nouveaux astrologues, parce qu'on a surtout des gens qui continuent à faire de l'astrologie. Ils ont commencé dans les années 60, 70. On voit ça dans les salles de réunion, des gens qui sont de plus en plus âgés. D'ailleurs, dans 10 ans, ce seront les mêmes, mais avec 10 ans de plus. Eh bien, on s'aperçoit que effectivement, oui, ils avaient cette connaissance. Enfin, je veux dire, ils sentaient que l'astrologie était en train de bouger. Moi-même, quand je serais jamais, par exemple, aujourd'hui, j'aurais jamais fait l'astrologie aujourd'hui. Ah oui. Ah non, j'ai fait l'astrologie dans les années 60 parce que ça bougeait, parce qu'il y avait vraiment, on remettait en question toutes sortes de choses, etc. Mais entrer dans une société